Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre émission Ensemble c'est mieux. On le répète assez souvent ici, l'épidémie de Covid-19 bouleverse nos vies et notre quotidien. Ce matin, on vous parle de ceux que la crise n'a pas découragés. Au contraire, ils ont lancé leur entreprise. Est-ce un pari fou ou une opportunité unique? Nos invités nous raconteront tout cela dans quelques instants. Mais avant, comme d'habitude, on part retrouver Evan. Evan, tu nous proposes ce matin une escapade gourmande à la tonalité bien bretonne. Exactement, salut Anne Fantet, bonjour à vous à la maison. Aujourd'hui est un grand jour puisque c'est la Chandeleur. Donc j'ai une petite question pour toi et tes invités. Quels ingrédients aimez-vous mettre sur vos crêpes? Moi, c'est plutôt classique, beurre salé. Avec le caramel est bien quand même. Le caramel fait l'unanimité. Justement, ce matin, le caramel va couler à flot puisque je suis à Landévent, dans le Morbihan, dans les ateliers de l'entreprise Carabraise. Alors ici, on fabrique cette spécialité que le monde envie à la Bretagne. Et je vous propose de rencontrer Christophe. Bonjour Christophe. Bonjour Evan. Vous êtes le patron ici, co-patron. Est-ce que vous pouvez déjà commencer par nous donner les ingrédients de base d'un bon caramel au beurre salé? Alors les bons ingrédients de base d'un bon caramel au beurre salé, on les a tous à la maison. C'est du beurre frais, du beurre breton bien sûr. En grosse quantité. Il faut du beurre dans le caramel pour que ce soit bon. Du sel de Guérande, du sucre et de la crème. Et alors comment est-ce que vous choisissez vos matières premières? Est-ce que vous essayez de vous fournir au plus local? Alors toujours au plus local. Ensuite on recherche d'abord local, ensuite la qualité du produit. Et je dirais en troisième point le prix. Alors on va présenter un petit peu quelques éléments de la gamme. Allez-y, c'est vous qui les connaissez mieux que moi. Alors dans la gamme effectivement on a la crème de caramel, donc crème de caramel. On a le coulis qui est un petit peu plus fondant. D'accord. Et on a dans cet atelier ce qu'on fabrique, c'est des caramels bonbons. Et des produits qu'on a lancés il y a 2 ans qui sont des barres de caramel au beurre salé. Et alors comment vous faites pour que le caramel soit toujours aussi onctueux? Parce que l'autre jour, ça va vous intéresser, vous allez voir, j'ai fait du caramel beurre salé à la maison. Il était dur comme une brique à la fin. Alors je ne vais pas vous donner tous mes secrets. Non. Mais il faut du beurre dedans, le caramel, pour qu'il soit mou. D'accord, bon, on n'en saura pas plus. Alors, vous allez pouvoir nous raconter l'histoire de Carabraise. Tout est parti d'une folle aventure sur Belle-Île-en-Mer, pas très loin d'ici. Alors oui, ça a commencé en 2005. On a un atelier à Belle-Île où on fabrique des gâteaux. Et on a commencé à fourrer, on était les premiers à fourrer notre gâteau breton à la crème de caramel. C'est un produit qu'on ne fabriquait pas, la crème de caramel. On a décidé de le fabriquer. Quand on l'a fabriqué, on a décidé de le mettre en pot. Et c'est là qu'est né Carabraise. Donc, de 2005 jusqu'à 2018, Carabraise était fabriqué à Belle-Île à 100%. D'accord. Depuis 2018, les produits papillotés sont fabriqués à Landévent, mais la crème de caramel est toujours fabriquée à Belle-Île. Et ça, c'est vraiment une volonté que vous avez en tant que dirigeant de l'entreprise de garder cette production insulaire. Ah, mais c'est la moitié de nous, donc c'est une volonté, c'est une évidence. Bon, en tout cas, je suis ravi de passer la Chandeleur avec vous. On pouvait difficilement faire mieux. Qu'est-ce qui va se passer derrière nous? Vous pouvez peut-être nous expliquer ce que votre collègue vient de faire? Alors, on vient de couler le caramel qui a été cuit. Il est sorti à 120 degrés. Il faut le refroidir pour après le papilloter. Et on le coule sur des tables, une table de refroidissement. Et c'est vous, Evan, qui allez plier le caramel tout à l'heure. Oula, mais dans combien de temps? Dans une dizaine de minutes. Ah bah parfait, ça tombe bien. Vous n'avez plus qu'à revenir nous voir pour ce moment merveilleux où je vais tenter de rouler le caramel. Merci Christophe. En attendant, vu que c'est la Chandeleur, j'en profite pour manger une petite crêpe. Et je pense que ce ne sera pas la seule de la journée. J'espère que tu nous en amèneras quand même quelques-unes. Ah bah ça, je te reconnais bien. On va essayer. Je ne sais pas gourmande. s'il en restera d'ici la fin de l'émission, mais on va essayer. Tu le sais bien, je suis gourmande. Allez, place à notre dossier du jour. Créer son entreprise en temps de crise, est-ce la bonne idée? Des entrepreneurs sont bien décidés à aller contre vents et marées pour mener à terme leur projet de création. Explication en chiffres et en images. Je viens de créer ma boîte. En pleine crise? Ah bah t'as peur de rien, toi. Alors qu'on craignait que le Covid ne douche l'envie d'entreprendre des Français, bonne nouvelle, c'est le contraire qui a eu lieu. En 2020, le nombre de créations d'entreprises a augmenté de 4,5% par rapport à 2019. Les confinements et les restrictions sanitaires ont donné des idées.
Les services de livraison à domicile sont en plein boom. De nouvelles entreprises innovantes et Covid-compatibles sont aussi apparues dans les secteurs de la restauration et de l'hébergement. La programmation informatique se porte également très bien. Et oui, partant de crise, le bon plan, c'est de proposer le service adapté. Mais pas que. La construction, par exemple, n'est pas en reste. Caractéristique du cru 2020, 3 entreprises sur 4 sont individuelles. Car pour beaucoup, l'inactivité engendrée par la crise a été le déclic pour créer sa boîte. De nombreux dispositifs facilitent d'ailleurs la création d'entreprises. La RCE, par exemple, permet d'utiliser ses indemnités chômage pour le financement. La création des petites entreprises ne connaît pas la crise. Et avec nous pour en parler, Florian Bouillet-Garnier, vous avez lancé votre entreprise Work Sweet Home. Vous êtes avec nous en visio fin 2019. Benoît Cabanis, bonjour, vous êtes chef d'entreprise, élu en charge de l'entrepreneuriat à la Chambre des commerces et des industries de Bretagne. Julien Gatineau, vous êtes expert comptable. Et Pierre-Louis Lavigne, nous parlerons avec vous à la fin de l'émission du combat de votre fondation Raoul Follereau contre la maladie de la lèpre. Bonjour à tous. Alors c'est vrai que c'est assez étonnant de voir que la création d'entreprises garde une assez bonne dynamique. Il s'est créé 4,5% de sociétés supplémentaires par rapport à 2019. C'est une dynamique que vous constatez ici en Bretagne, Benoît Cabanis ? On est effectivement sur les mêmes chiffres en Bretagne et en Ille-et-Vilaine, avec une forte dynamique entrepreneuriale qui se traduit beaucoup par de la micro-entreprise, comme l'a expliqué, comme on l'a vu dans votre reportage, avec beaucoup de gens qui créent leur emploi. Voilà. Et quels sont les secteurs porteurs ? Les secteurs porteurs, on retrouvera tout ce qui est autour du e-commerce, mais on retrouvera aussi tout ce que la société aujourd'hui attend. Je pense au circuit court, je pense à la revente. Livraison à domicile, j'imagine. Oui, livraison à domicile, circuit court, revente des biens d'occasion, tout ce qui est autour de la santé aussi, à le vent en poupe. Et bien évidemment, on n'oublie pas le bâtiment et l'artisanat qui, lui aussi, est un gros pouvoirilleur de créateurs d'entreprises. On peut peut-être ajouter la cybersécurité. D'accord, étonnant. Qui, effectivement, notamment sur le territoire de Rennes, qui est un territoire assez cyber-compatible, entre guillemets, à le vent en poupe dans les créations d'entreprises. Alors vous, Florian Bouillet-Garnier, vous avez lancé votre entreprise, je le disais, en septembre 2019. D'abord, expliquez-nous quel est le concept de votre entreprise. Alors bonjour à toutes. Oui, Work Sweet Home, en fait, c'est un lieu de réception et d'organisation pour des événements principalement professionnels, mais aussi digitaux, privés, dans l'esprit du comme à la maison, grâce en fait à une cuisine qui est totalement aménagée avec sa salle à manger. Alors les débuts étaient prometteurs jusqu'à ce qu'arrive l'annonce du premier confinement. Qu'est-ce qui s'est passé dans votre tête alors que vous veniez de lancer votre entreprise ? C'est vrai que j'ai compris rapidement que les rassemblements allaient être réduits. Donc j'ai tout de suite revu l'aménagement et les configurations à l'intérieur des différentes salles, allant de 31 jusqu'à 83 mètres carrés. Et j'ai donc revu les configurations en U, en rectangle, en lounge avec les tables et les chaises pour principalement des groupes de 5, 10, 15 jusqu'à 25 personnes grâce à une cloison et une ouverture sur 83 mètres carrés. Ce qui s'est joué à Benoît Cabanis, c'est qu'il a fallu opérer des ajustements dans ce que proposaient aussi les entreprises. C'était indéniable, c'était incontournable dans cette crise. Mais je crois que c'est là qu'on voit de l'ADN de l'entrepreneur. D'accord, c'est l'agilité, c'est la capacité à rebondir, c'est la capacité à se réinventer, c'est la capacité à ne pas se morfondre, à ne pas s'étouffer, quoi. Il y a des secteurs d'activité qui ont été violemment touchés. Je pense à la restauration où des rebonds, les gens se sont adaptés, les gens se sont battus pour sauvegarder leur emploi et sauvegarder leur entreprise avec toujours beaucoup de difficultés. Alors après, dans la Chambre de commerce, effectivement, met des outils pour accompagner ces créateurs. On accompagne sur le territoire d'Ille-et-Vilaine plus de 2000 nouveaux créateurs tous les ans. C'est la clé, c'est l'accompagnement. C'est comme ça qu'une entreprise passe de manière la plus saine les premières années. Et on a digitalisé encore plus notre offre, nous aussi. C'est peut-être un actif qui restera dans les chambres de commerce demain. C'est-à-dire qu'on va prendre cette habitude-là. C'est peut-être un enseignement qu'on devra tirer de cette crise. Julien Gatineau, j'imagine que vous aussi, dès qu'on nous a annoncé le confinement, les experts comptables comme vous avez été pris d'assaut. J'imagine que beaucoup d'entreprises se sont demandé mais comment faire
Bien sûr. Alors ça a été très difficile déjà pour notre propre entreprise puisqu'il a fallu s'organiser très rapidement, mettre également une partie des salaires en télétravail. Et puis surtout, je pense que les 48 heures qui ont suivi la première annonce du confinement, on a dû passer quasiment l'ensemble de nos journées à répondre par téléphone à nos clients qui étaient effectivement très inquiets. Quels étaient les besoins à ce moment-là précis ? En fait, c'est l'incertitude totale. Donc en fait, ils se posaient les questions globalement, qu'est-ce qui va se passer ? Et est-ce qu'on doit... En fait, on a été quand même confronté à beaucoup d'annonces du gouvernement qui ont été très brutales. Et comme d'habitude, entre les annonces et les décrets d'application, il se déroule quand même un temps assez important. Et ce qui fait qu'entre-temps, c'est un petit peu la panique. Et donc, effectivement, toutes les entreprises se posent un petit peu la question. Donc, on nous a parlé de ça, comment ça va se passer, comment on va pouvoir le mettre en place. Tant que le décret n'est pas publié, effectivement, pour l'instant, c'est compliqué de savoir comment ça va se passer. Donc, c'est vrai que la première semaine a été un petit peu chaotique. Et puis après, par la suite, on y vit un petit peu plus clair dans les propositions du gouvernement, ce qui nous a permis d'accompagner au mieux nos clients. Alors vous, Florian Bouillet-Garnier, comment on fait pour garder son optimisme, continuer à travailler dans ce contexte et cette crise qui perdure ? J'ai ajusté mon offre et c'est vrai que j'ai proposé au sein de Worksweet Home une offre aussi digitale en investissant dans des outils techniques pour l'organisation d'événements digitaux. Qu'on peut faire visioconférence, vidéoconférence, et aujourd'hui, on peut réaliser des tournages, du streaming, du plateau TV, et ensuite j'ai mobilisé mon réseau pour trouver des prestataires partenaires et pouvoir mettre en place rapidement en fait ces prestations, ce nouveau service au sein de Worksweet Home. Alors, comme vous, Joanie a dû, une de nos téléspectatrices, adapter son offre, les modes de relation avec ses clients. Elle s'est lancée dans la vente de kits culinaires. Elle nous explique son mode opératoire. Écoutez. Je me suis réellement lancée après le premier confinement, voilà. Je n'ai pas de boutique physique, donc je peux dire que le Covid a été un véritable tremplin, puisque du coup j'ai pu livrer tous les clients à domicile, faire des envois. Par rapport au premier contact, tout s'est super bien passé. C'est vrai que moi j'utilise beaucoup les réseaux, et vu que nous étions pour la plupart tous confinés, les gens ont passé plus de temps aussi sur les réseaux, ce qui m'a permis vraiment de pouvoir bien développer mon concept. Benoît Cabanis, la digitalisation, c'est l'entreprise de demain ? La digitalisation, c'est un des outils de l'entreprise de demain. Je pense que le multicanal, ça c'est sûr, c'est les outils de demain. La digitalisation, ça a permis effectivement à des activités traditionnelles de rebondir. Je pense à une jeune boîte là qu'on accompagne à la Chambre de commerce, s'appelle Satio, qui est un restaurant qui a ouvert début décembre uniquement sur Uber Eats. Voilà, et qui, pendant 6 semaines, a livré des plats de manière... comme s'ils étaient une entreprise existante. Donc la digitalisation, oui, c'est un outil extraordinaire, mais il ne faut pas oublier que derrière la digitalisation, il y a des savoir-faire artisanaux, industriels, il y a des produits, il y a des hommes, c'est un outil. Voilà. Finalement, Florian Bouillet-Garnier, quels sont les avantages à créer son entreprise en temps de crise, si je peux poser cette question ainsi ? Alors c'est une très bonne question. Créer ou développer une entreprise en temps de crise, c'est vrai que ça nous fait sortir complètement de notre zone de confort. Ça nous demande de repenser notre modèle économique et encore plus mobiliser notre réseau pour travailler en synergie et pour rester actif, attractif et compétitif. Et c'est vrai que nous, l'avantage des petites et moyennes entreprises, c'est qu'on est beaucoup plus agile par rapport aux grands groupes et on peut s'adapter et rebondir plus rapidement. Et c'est ce que j'ai fait en proposant une offre digitale avec des événements Figito. Julien Gatineau, ce sont des propos que vous entendez souvent de vos clients, que finalement on peut aussi rebondir dans cette crise ? Bien sûr, bien sûr. Et c'est vrai qu'au quotidien, on est tout le temps à l'appui de nos clients sur cette crise. Donc oui, bien sûr. Cette crise, c'est finalement une opportunité unique de la transformation de l'économie et quelque part une sorte de résilience, le moment de se lancer des défis aussi. C'est ce que vous entendez ou pas ? Oui, mais d'ailleurs, Florian Bouillet-Garnier vient de le dire, il est sorti également de sa zone de confort. Donc c'est effectivement un bon moment pour se remettre en question et je pense que ça fait ressortir naturellement... les qualités des dirigeants à mener leur barque, effectivement. Alors, quel est le profil, Benoît Cabanis, de ces créateurs d'entreprises ?
Ils sont plutôt jeunes, ils ont plutôt de l'expérience Alors, l'âge moyen, c'est 38 ans. D'accord. D'accord. Voilà, donc ils ne sont pas si jeunes que ça. Ça dépend de la question. Mais non, mais la moyenne veut ça dire... dépend de tout un chacun. Non, mais la moyenne veut dire qu'il y en a... Oui, la moyenne veut dire qu'il y en a quand même un certain nombre, parce qu'il y en a beaucoup de jeunes, donc ça veut dire qu'il y en a quand même un certain nombre qui ont plus de 38 ans. C'est ça que je voulais dire. Hein, Professionnel, quoi. oui, voilà. De plus en plus de femmes. D'accord. Hein, mais toujours 77% d'hommes. Hein, donc là, on est loin de la parité, mesdames et messieurs. Hein. Beaucoup d'autodidactes. Hein, et beaucoup de gens, comme on l'a dit dans votre reportage, qui ambitionnent de créer leur job. Hein, et dont c'est le premier objectif. Et je crois que un des challenges dans les années à venir, ça va être d'accompagner ces gens de l'entreprise unipersonnelle à la TPE, et de la TPE à la PME, et de la PME à, pourquoi pas, à l'ETI, hein, mais qu'on arrive à faire grandir ces entreprises, et c'est à ça que les chambres de commerce et les autres réseaux accompagnants sont en charge. Alors visiblement, Marie fait partie de ces 23% d'entrepreneuses. Je vous propose d'écouter son témoignage. Elle a saisi l'opportunité de la crise pour se lancer dans une activité après le premier confinement. Bonjour, je suis Maëva et je viens de lancer mon entreprise. Je suis dans la période de la recherche de financement. J'ai contacté plusieurs banques, mais dû à la situation actuelle, elles ont beaucoup de mal à prêter à des nouvelles entreprises, contrairement aux entreprises qui sont déjà bien installées, où là, elles ont moins de mal à prêter. Comment est-ce que moi, en tant que jeune entrepreneuse, je peux les convaincre de me prêter une première somme pour l'amorçage de mon activité? Merci. Marie qui était en fait Maëva, toutes mes excuses. Julien Gastineau, qu'est-ce qui rend frileux les banques aujourd'hui et comment les convaincre de prêter? Je ne suis pas persuadé que les banques soient frileuses globalement. Elles ont leurs critères d'éligibilité. Il faut se mettre également à leur place. Après, globalement, elles ont toujours les mêmes demandes. Ça va être principalement déjà l'expérience du dirigeant qui va primer. Ça, c'est très important à leurs yeux. L'emplacement si c'est un commerce. L'emplacement et l'emplacement, on dit toujours. Les règles d'apport aussi, mine de rien, quand même, qui rentrent en compte, qui vont osciller entre 15 et 20%. On commence à être un petit peu audif vis-à-vis des banques. La situation personnelle, forcément. Les banques vont également analyser s'il y a une absence de risque les concernant. Et puis, ce qui va pouvoir ensuite appuyer la demande, je pense, des dossiers de financement, ça va être également d'aller chercher de la co-garantie avec des organismes, je pense notamment à Bretagne Active, par exemple. Et puis, à côté de ça, aller coupler aux prêts classiques, faire déjà des démarches sur des plateformes initiatives sur lesquelles on va pouvoir demander des prêts d'honneur qui peuvent monter, pour certains, jusqu'à plusieurs milliers d'euros. Donc, c'est vrai que là-dessus, en partenariat avec les plateformes initiatives et la Chambre de commerce, il y a beaucoup de choses qui peuvent être en amont mis en place de sorte à pouvoir être vraiment écoutés par rapport aux banques. Alors, il nous reste quelques secondes. Rapidement, Benoît Cabanis, quelles aides pour les créateurs d'entreprises aujourd'hui, pour ceux qui nous regardent et qui souhaiteraient se lancer dans cette aventure entrepreneuriale? J'ai envie de répondre un peu à Maëva à travers cette question. Hein. Vous avez dans le reportage parlé de ACRE, qui est le système qui permet effectivement d'aider un chômeur à rebondir et en lui garantissant un revenu. Donc ça, c'est une très très belle initiative, c'est un très très bel outil. Après, il y a ce qu'on appelle, et c'est la Bretagne, mais c'est vrai dans pas mal de régions, les passes création, hein, qui est un organisme où en fait l'accompagnement est financé par la région, qui met à disposition des créateurs des techniciens qui vont l'accompagner dans les 3 phases de leur projet, le montage de projet, la structuration financière et donc l'aide financière, et derrière l'accompagnement pendant les 3 ans. Voilà. Donc j'ai envie de dire qu'un jeune créateur, notamment quand il a un problème de financement, il faut qu'il vérifie s'il est allé s'appuyer sur ces réseaux. La Bretagne est une terre de réseaux exceptionnelle, extraordinaire, et il faut vraiment que les jeunes entrepreneurs en usent et en abusent. Et justement, Florian Bouillet-Garnier, vous avez été accompagné par la CCI Ille-et-Vilaine. Juste 2 mots, quelle est la force d'être accompagné par la CCI ? C'est clair que c'est une grosse force parce que je me rends compte aujourd'hui que c'est très important d'être accompagné et j'ai bénéficié en fait de ce pass création et qui m'a permis en fait d'avoir vraiment des ateliers de création ou un soutien et une pérennité pour mon entreprise. Ouais. Un véritable accompagnement. Merci beaucoup Florian Bouillet-Garnier d'avoir été avec nous. Merci beaucoup et merci à tous les 3 d'avoir participé à notre dossier du jour. Je vous propose maintenant de retrouver Evan pour une petite pause sucrée à Carabraise. Mais qui a mangé tout le paquet de crêpes? Ça, c'est encore un coup de Fabrice, le caméraman. Jetez à l'œil, Fabrice.
quand même. Bon alors, c'est pas grave. Christophe, on se retrouve, parce que maintenant est venu le moment de rouler le caramel qui a refroidi. Redonnez-nous un petit peu de contexte sur la recette. Alors, encore une fois, je ne vais pas tout vous donner, mais il est sorti à peu près à 120 degrés. On va le refroidir. Il faut le refroidir de manière homogène, très homogène. Et pour ça, on le fait de manière très traditionnelle, c'est-à-dire qu'on le fait sur une table. On le coule sur une table qui refroidit par le dessous, qui permet de le prendre. Ne mets pas le doigt au milieu, Evan, parce que sinon tu vas te brûler. Par contre, tu peux le prendre en dessous et tu vas lui montrer comment plier le caramel. Je vais vous montrer. Donc, alors expliquez-moi, je le prends comme ça. J'essaye de démouler un petit peu la plaque. C'est ça. Tac. Avec ce geste de toute beauté. Tac, tac, tac. C'est vrai qu'on sent la chaleur et surtout on sent la bonne odeur. Et alors maintenant, je fais... On lui donne un petit tour, on va le rouler une fois. Comme ça. Voilà, jamais mettre les mains à l'intérieur. Ah oui, pardon. Voilà, sinon on pourrait se brûler. Et là, on roule. Et après... là, on va le prendre par en dessous. On va donner un petit coup comme la couette. Ma couette, elle est plus légère. Et vous faites ça de manière artisanale. Je peux faire ça. Oh bah, j'y arrive pas. Comment on fait? Je vais t'aider un petit peu. Ah ouais, d'accord. Voilà. Vous faites ça de manière... Ah oui, voilà. Bah, vous avez des gros bras. Et là, tu vas le rouler jusqu'au bout et puis tu vas le mettre dans le seau. Voilà, comme ça. Et vous faites ça pour tous les caramels de chez Carabraise? Pour tous les caramels de chez Carabraise, c'est fait comme ça. Oh bah, c'est bien. Il va falloir que je me mette un peu à la muscu, moi, je crois. Voilà. Et là, on le met dans le seau. Voilà. Ouais. Bah voilà. Et là, il va se former, il va rentrer tout seul dans le seau, il va prendre la forme du seau. Voilà. Bon, bah, on va laisser Magali le faire, elle le fait mieux que moi. C'est un métier. Alors, on va en profiter pour vous montrer maintenant la suite de la production avec cette chaîne de papillotage. C'est ça. Où on retrouve mon caramel. Bah, je vous laisse nous expliquer. Alors, une fois qu'il a été refroidi et qu'il est à la bonne température, il va falloir le... On va reculer pour que Fabrice puisse le montrer. Voilà, il va falloir le papilloter. Pour le papilloter, il faut qu'il ait la bonne température, la souplesse pour pouvoir entrer dans la petite machine qui va le couper en petits bonbons et qui va mettre le film par-dessus. Hein. Donc on le calibre. Le but de cette opération, c'est un petit peu comme le verre à soie. On va partir d'un petit boudin comme on a vu tout à l'heure, qu'on va affiner et qui va permettre de le mettre dans la machine. D'accord. Alors comment vous faites pour toujours innover Tenez, venez. Avec du caramel au beurre salé, ça fait des années que ça existe, le caramel au beurre salé. Comment est-ce que vous faites pour toujours surprendre vos consommateurs? Alors pour surprendre le consommateur, c'est déjà répondre à ses attentes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les consommateurs ont des attentes bien précises sur le goût. Et aussi, je crois que c'est une passion de notre métier. C'est qu'on justement on a cette possibilité d'innover, de faire des produits différents. Je crois que ça fait partie de la pâtisserie, de la confiserie depuis des siècles. C'est vraiment l'essence de notre métier. Alors c'est dommage, hein, que depuis tout à l'heure, il y a plein de papillettes qui tombaient. Là, il n'y en a plus. Ah bah si, elles vont arriver. Elles vont arriver. En attendant, on peut vous montrer. Là, il y en a pas mal. Où est-ce qu'on les retrouve, ces petites barres de caramel? Alors on les trouve dans tous les supermarchés, hein, de la Bretagne, de l'Ouest. Et sur Paris également, un petit peu, depuis quelques temps. Et des fois dans certains cafés. Alors on les retrouve bien sûr, qui accompagnent le café dans les restaurants. Voilà. Et puis aussi pour les goûters d'anniversaire. Et puis aussi sur place, puisque dans quelques instants, on va vous présenter une sorte de musée dédié au caramel que vous avez créé ici. Mais avant tout, c'est l'heure du test qualité. J'y arrive pas. Ma grand-mère a toujours dit de ne jamais manger de sucre avant de déjeuner. Mais vu qu'aujourd'hui, elle a rendez-vous chez le dermato, elle n'est pas devant sa télé, donc j'en profite. Elle verra pas. Tu n'en perds pas une miette. Tout à l'heure, Evan, on parlait il y a quelques instants des créateurs d'entreprises. Il y a des métiers en revanche indémodables, historiques, qui ne connaîtront jamais la crise, comme le métier de boulanger. Voici le portrait de Sylvie, 20 ans de métier. Une viennoise de chocolat. 1,80 €, s'il vous plaît. Je m'appelle Sylvie de Bellemanière, j'ai 53 ans et il y a 20 ans, quand j'ai créé ma première affaire, j'ai appris à faire du pain et j'ai découvert une vraie passion pour la fabrication du pain. Le quotidien d'un boulanger, déjà, c'est se lever tôt, travailler seul, au calme, voir le jour se lever, être fier de rendre un bon travail, parce que visuellement, on s'en rend compte tout de suite, et régaler sa clientèle. Moi, je leur vends du bonheur, du plaisir, et en échange, ils sont tellement reconnaissants de mon travail, ils me voient travailler à longueur de journée. Ma clientèle est reconnaissante de ça, ma clientèle féminine aussi, parce que être une femme dans ce monde d'hommes, c'est rare. Messieurs, bonjour. Bonjour, madame, ça va?
Combien de café ce matin? 3. À l'époque où j'ai commencé, il n'était pas question de mettre une femme dans un laboratoire ou dans un fournil. Donc la solution, c'était d'être vendeuse. J'ai eu la chance d'avoir des patrons qui avaient une belle pâtisserie pure, ce qui me permettait l'hiver d'apprendre le métier dans les règles de l'art, dans la pure tradition. Ce qui m'a permis, à l'âge de 18 ans, d'obtenir des postes de responsable de boulangerie parce que j'ai un fort caractère et puis je suis ambitieuse. Et il y a 20 ans, j'ai décidé de m'installer et d'avoir ma boulangerie. 2,40 €. Vous pouvez l'encaisser, s'il vous plaît, monsieur, bonjour. De toute façon, ça a été ma passion parce qu'à la base, je suis gourmande. J'aime beaucoup le sucre. Donc, quand j'étais enfant, c'était moi, je serais boulangère. Et un jour, j'aurai ma boulangerie pour pouvoir manger tout ce qu'il y a dedans. Voilà, c'est vraiment parti de là. J'aurais pas pu faire un autre métier. J'aime les gens, j'aime recevoir. Je pense que c'est comme dans tous les corps de métier, surtout l'artisanat. Il faut aimer son métier, il faut transmettre son amour pour le métier. Et quand on travaille avec amour, le pain, quand il sort du four, on le voit tout de suite. C'était le métier de boulangère. Et pour en savoir plus sur les offres à pourvoir dans la région, Carole Abaléa nous a rejoint en visio. Bonjour Carole. Vous êtes conseillère Pôle emploi à Brest. Alors, on parle souvent des boulangers, mais comme Sylvie le précisait, c'est un métier qui se féminise. De plus en plus, effectivement. Il y a quand même une majorité d'hommes sur ce type de métier, mais de plus en plus, la mixité existe. Et les femmes ont toute leur place aussi. Et pour se former à ce métier, l'apprentissage est la clé, Carole. Exactement. En fait, il est possible d'accéder à ce métier après la 3e par le biais d'un CAP ou d'un bac pro, souvent, comme vous le disiez, en contrat d'apprentissage. Le CAP s'effectue en 2 ans et le bac pro en 3 ans. Et il est possible également de faire le brevet de maîtrise en boulangerie qui s'effectue après le bac, en fait, en bac plus 2. Sylvie évoquait aussi le fait qu'il fallait se lever tôt dans son travail. Quelles sont les autres compétences requises pour ceux qui veulent prétendre à ce métier ? C'est vrai. Alors, les métiers de l'artisanat, les métiers de bouche en général sont des métiers de passion. Donc, comme Sylvie l'expliquait, faut avoir l'amour de son métier, faire plaisir aux autres. Également, les métiers manuels, aimer les métiers physiques, puisqu'il y a une station debout prolongée. Il faut aussi se lever tôt et avoir le sens du service client. Ça, ce sont les qualités essentielles pour exercer le métier. Alors, je le disais tout à l'heure, le secteur est très porteur. Combien d'offres d'emploi à pourvoir en Bretagne, Carole ? Alors, il y a actuellement environ 470 offres en Bretagne sur le site du Pôle emploi. Ce sont autant des métiers en boulangerie artisanale, industrielle ou également dans les supermarchés. Et ce sont des métiers aussi qui s'exportent très bien. En Amérique du Nord, en Chine et au Japon notamment, les produits français sont très appréciés. Et le Made in France, elle va en poupe. Merci beaucoup, Carole, pour toutes ces précisions. À la prochaine. Place maintenant à notre volet solidarité. Coup de projecteur ce matin sur la fondation Raoul Follereau qui se mobilise depuis plus de 50 ans contre la lèpre. Pierre-Louis Lavigne, rebonjour. Vous êtes le responsable des bénévoles pour la région Ouest. Alors, le 29 janvier dernier, c'était la journée mondiale des lépreux. Avec le contexte actuel, est-ce que la mobilisation était au rendez-vous ? Oui, bonjour. La mobilisation était au rendez-vous, donc 29, 30, 31, 3 jours de collecte, de sensibilisation avec des bénévoles qui étaient dans l'expectative jusqu'à mercredi et qui se sont lancés totalement dans cette bataille pour la fin de semaine. Donc des bénévoles très motivés, très dynamiques, malgré l'âge de certains. Rappelez-nous ce que revêt cette maladie de la peau. Alors, la lèpre est une maladie qui est 4 fois millénaire, qui attaque la peau dans un premier temps, mais qui ensuite attaque les nerfs, avec une destruction notamment au niveau des extrémités, ce qui fait que si ce n'est pas traité rapidement, on se retrouve avec des personnes mutilées et handicapées. Donc, l'urgence, c'est dépister et soigner très tôt pour avoir des personnes qui vivent sans séquelles. Alors, il n'y a plus de lèpre en France. Comment on arrive à sensibiliser sur cette cause qui ne nous touche plus ? Comment on fait pour sensibiliser ? Eh bien, le premier pas est le plus difficile parce qu'effectivement, ce n'est pas quelque chose, on va dire, de vendeur. Mais une fois que les gens découvrent ce qu'est la lèpre, aujourd'hui, en 2021, l'exclusion qu'elle engendre dans les pays où elle est présente, c'est quelque chose qui marque. Et moi qui interviens régulièrement dans les établissements scolaires,
je peux vous dire que c'est un sujet qui est passionnant pour nous et pour les élèves. Et quelles sont les maladies les plus touchées, les pays où les malades sont les plus nombreux? Alors, c'est une maladie de la pauvreté et du manque d'hygiène. Donc, ce sont des pays, l'Inde, l'Indonésie, le Brésil et Madagascar sont les pays les plus touchés. L'Afrique est toujours touchée, même si ça s'est réduit parce que nous sommes présents depuis 70 ans sur le terrain. Et justement, aujourd'hui, on travaille à prendre plus large, puisque à quoi sert-il de soigner des malades s'ils ont des conditions de vie qui sont mauvaises? Donc nous travaillons notamment à améliorer les conditions, l'accès à l'eau principalement, qui nous permet d'améliorer ces conditions de vie. Et dans ce combat, le nerf de la guerre, ça reste quand même l'argent. Vous essayez régulièrement de récolter des fonds. À quoi servent-ils? Ils vont directement aux concernés? Oui, tout à fait. Les fonds vont être utilisés pour organiser ces campagnes de dépistage. Il faut comprendre que l'OMS ne prend en charge que le soin. Donc, aller chercher les malades au fin fond des villages, c'est voué à l'organisation des associations comme la nôtre. Donc, chercher les malades, former les médecins, accompagner les structures du pays dans la lutte contre la lèpre. C'est un financement que l'on a grâce aux dons et aux legs. Donc, on peut vraiment remercier les donateurs ici en France et dans les autres pays qui nous permettent d'avoir ce financement. Et est-ce que vous cherchez des bénévoles? C'est peut-être le moment de lancer un appel, si c'est le cas. Oui, tout à fait. On est en grande demande de bénévoles. On a vraiment besoin d'avoir des nouveaux bénévoles qui vont amener leur dynamisme, leur expérience et aussi leurs idées, puisque on est obligé de s'adapter. On l'a vu avec la Covid, on n'a pas pu faire des collectes dans la rue comme on le fait habituellement. Donc, on a vraiment besoin d'avoir des gens qui vont être sur les réseaux sociaux, qui vont être dans d'autres formes de manifestations pour toucher le public et nous aider à financer nos projets. Merci beaucoup Pierre-Louis Lavigne pour votre éclairage. Pour plus d'infos, rendez-vous sur votre site internet www.raoulfollereau.org. Et voici une autre idée pour ceux qui souhaitent s'investir dans le milieu associatif. Et si vous vous engagez par exemple dans la protection civile, voyez la marche à suivre. C'est super que les bénévoles de la protection civile soient là pour nous protéger. Et si on s'engageait nous aussi? Aider, secourir, protéger, les missions de la protection civile permettent différentes formes d'engagement. Selon vos compétences et vos disponibilités, vous avez le choix entre des missions de secourisme, par exemple tenir un poste de secours, des missions humanitaires, participer notamment à des maraudes ou soutenir des personnes sinistrées, du bénévolat de compétences, là on met à profit votre savoir-faire, par exemple de communicants, de comptables ou de médecins. Récemment, des bénévoles de la protection civile ont participé aux opérations de dépistage dans le cadre de la crise sanitaire. Et bien sûr, votre formation est assurée si nécessaire avant votre première mission. Roselyne est bénévole à la protection civile depuis 35 ans. Elle nous parle de son engagement. Nos missions, vous accompagner, vous former, veiller sur vous et surtout donner de notre temps. Donc pourquoi est-ce que nous sommes bénévoles? Parce qu'en fait, on n'attend rien, on veut donner et en échange, si vous saviez tout ce qu'on reçoit. Alors on ne reçoit pas de l'argent, mais on reçoit de la considération, du respect, des merci. Et juste pour ça, c'est fantastique. On se fait des amis, on travaille en groupe, en équipe et ça, c'est vraiment merveilleux. Vous aussi, pour mettre en action les valeurs de solidarité et d'entraide, devenez bénévole à la protection civile. Voilà pour notre idée du jour. Maintenant, direction l'entreprise Carabase où nous attend Evan. Alors, ils sont spécialistes du caramel au beurre salé, mais là, je crois qu'il y a un changement de décor. Complètement changement de décor, puisque nous sommes maintenant dans un espace pédagogique à Enfanté. Et d'ailleurs, j'ai une question pour toi et tes invités. Savez-vous d'où vient cette fête de la Chandeleur? Oh là là, tu nous poses une colle. Ah, Pierre-Louis Lavigne a peut-être une réponse. Les crêpes étaient autrefois, il y a très très longtemps, une façon de fêter le soleil. Et ça a été repris ensuite par l'Église pour devenir la fête de la présentation de Jésus au temple. Et donc c'est devenu une fête chrétienne, je crois, au cours du 5 ou 6e siècle. Je suis moins sûr de la date, mais voilà en gros ce que j'en sais moi. Bon bah... Monsieur, je pense qu'on va vous embaucher comme stagiaire parce que vous m'enlevez les mots de la bouche. En effet, cette crêpe
représenterait le disque solaire. Voilà, comme ça, vous avez appris une chose de plus dans cette émission. C'est dingue tout ce qu'on apprend. Alors justement, on continue à apprendre puisque nous sommes à Landévent, dans les locaux de l'entreprise Carabraise. Et ici, Christophe, vous avez changé de tenue pour nous présenter ce sorte de musée dédié au caramel au beurre salé. Alors effectivement, c'est ce qu'on appelle le monde de Carabraise. Ici, c'est un endroit où on peut découvrir en famille l'univers du caramel au beurre salé. Comment c'est fabriqué? C'est un lieu pédagogique. C'est un lieu aussi d'amusement. Et on est ici, là, actuellement, sur la place des chefs. Et la place des chefs, c'est tous les chefs. Chefs étoilés, la famille à la maison, la crêpière, les enfants au goûter. C'est des gens que vous connaissez, cette dame, par exemple? C'est des gens qu'on connaît, tout à fait, bien sûr. Super. Là, la famille à la maison, c'est des amis qui sont à Belle-Île, sur le marché, qui font leur marché et qui font leur cuisine avec la crème de caramel. Et pourquoi est-ce que vous avez eu envie, parce que c'est quand même un investissement financier, de temps et dans l'espace de l'atelier, d'ouvrir cet espace? Je pense que c'est très intéressant de partager avec nos clients, par transparence, la manière dont on fabrique et qu'est-ce qu'on peut faire avec nos produits. Donc, et de le faire de manière ludique, je crois que c'est encore plus sympa. Et de le faire en famille, c'est quelque chose de riche et d'intéressant. C'est clair. Alors, on va continuer à en parler. On va passer, vous allez voir, ici, c'est 2 salles, 2 ambiances. On passe maintenant dans la boutique. Qui peut venir? Alors, en ce moment, c'est un peu plus compliqué, j'imagine, mais est-ce que les groupes, les scolaires peuvent venir ici, par exemple? Alors oui, bien sûr, les groupes, les scolaires, les familles, on accueille tout le monde. En ce moment, c'est un petit peu compliqué, mais dès que ça va être réouvert, comme les musées, finalement, on est un petit peu comme les musées. Vous êtes le Disneyland du caramel. Un petit peu. Et dès que ça va être réouvert, on accueille les groupes, les enfants, les tout petits enfants avec qui on fait aussi des jeux de pédagogie. On anime aussi les classes d'école. Bon, et puis on peut profiter de cette belle boutique, super bien décorée, dans laquelle évidemment vous présentez vos produits, mais vous présentez aussi des produits en Bretagne, puisque vous êtes adhérent de ce groupement qu'on voit un peu partout. Qu'est-ce que ça apporte pour vous de faire partie de cette grande famille? Alors pour nous, on a été membre de Produits en Bretagne en 2007. Ça a été vraiment un booster, puisque comme on vous l'a dit, on était sur Belle-Île. Et ça nous a donné confiance, ça nous a fait aussi faire de belles rencontres. Ça nous a permis aussi de distribuer nos produits sur l'ensemble de la Bretagne. Voilà, c'est L'union fait la force. L'union fait la force, exactement. Combien il y a de salariés chez Carabraise? Alors ici, 20 personnes et à Belle-Île, 20 personnes. Et alors, est-ce qu'on peut dire que vous, en tant que chef d'entreprise, avec votre femme, puisque vous êtes tous les deux à la tête de l'entreprise, le caramel, ça rend heureux? Ça donne du goût à la vie, c'est notre slogan, Carabraise. Donc oui, je pense que le caramel, ça rend heureux, oui, tout à fait. Bon, en tout cas, ça se sent. Merci beaucoup de nous avoir fait découvrir votre univers aujourd'hui, un univers bien gourmand. On a préparé toute une petite table, une jolie table pour fêter la Chandeleur ici. Et Anne Fanté, regarde, tu voulais des crêpes, on en a plein pour toi. Oh mince, quel dommage. J'ai oublié que tu étais allergique au gluten. On va être obligé de les manger. Pas du tout. Tu nous as donné envie de manger des crêpes maintenant sur ce plateau. On compte sur toi. Si, tu es allergique. Même si tu as 1h45 de route, je t'attends. Tu es allergique, Anne Fanté. Je t'attends de pied ferme, avec des crêpes au caramel, au beurre salé. Allez, à tout à l'heure, à demain plutôt, Ivan. Merci à tous nos invités d'avoir été avec nous ce matin. Demain, dans Ensemble c'est mieux, on s'intéresse à l'art oratoire et vous verrez que c'est une compétence qui fait franchement la différence dans la vie professionnelle. En attendant, à suivre votre journal régional, je vous souhaite une très belle journée sur France 3 Bretagne et à demain.